Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi et nous débattons aujourd'hui avec Régis de Castelnau. Bonjour Régis, vous êtes avocat. Bonjour Valérie. On vous retrouve sur votre blog Vue du droit et vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France Amérique. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Jacques Isabello, communicant et cofondateur de l'agence Coriolink, et Virginie Leguet, qui est un petit peu enrhumée, mais tout va bien, journaliste et éditorialiste politique. Bonjour à vous. On va parler, évidemment, on va débriefer ce premier tour de la primaire LR, Ciotti, Pécresse. Tout cela s'est joué dans un mouchoir de poche. Hulot, Pinot placé, la libération de la parole doit se faire dans les médias. On en parle avec vous. Et puis Stéphane Troussel qui cherche à faire interdire le meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Et puis d'autres sujets, évidemment. On va parler de l'hôpital avec vous. On commence avec, je ne sais pas qui veut commencer. Commençons avec Régis, tiens. Ah bon? Pardon, oui, ah bon. Commençons avec Régis. Voilà, j'étais au fond de la classe à m'endormir. Voilà, c'est pour ça, j'ai senti. Je suis une bonne maîtresse, je vous ai repéré. Voilà, c'est normal. Je vous ai repéré. Il y a une belle bibliothèque à la Zemmour. Voilà. Ce sera rapide. Oui, exactement. Mais on a noté ça avec les zooms, etc. On se met devant des bibliothèques. Ça fait très chic. Bon. Le livre qu'on lit pas. Je constate que Emmanuel Macron n'en rate pas une. Il est le premier dirigeant d'importance à retourner en visite officielle en Arabie Saoudite. 3 ans après qu'un journaliste, et ça c'est avéré, on sait très bien la responsabilité de Ben Salman de Mohamed Ben Salman, le patron de l'Arabie Saoudite. On sait très bien sa responsabilité écrasante dans le fait d'avoir découpé un journaliste en rondelles, dans des conditions absolument effroyables. Je trouve pas que ce soit extraordinaire, surtout dans un contexte en plus, un contexte militaire difficile. On a une guerre imposée au Yémen, aux Yézidis, pas aux Yézidis, non, aux Houthis, qui est violente, avec un vrai problème humanitaire terrible. Je trouve que cette façon désinvolte de faire comme s'il ne s'était rien passé est assez déplaisante. Voilà. Oui, Il aurait pu laisser un autre aller le faire. Oui, cela dit, oui, vous avez raison, mais hier on a évoqué le Qatar aussi, qui dit que l'homosexualité est interdite, mais que néanmoins, pendant la Coupe du Monde, on tolérera qu'ils viennent au Qatar, mais bon, sans trop se toucher ou se montrer des signes d'affection. Donc voilà, l'hypocrisie, elle est à tous les niveaux. Et oui, mais attendez, Xi Jinping l'a reçu, et puis on sait très bien que Benjamin Netanyahou a eu une conversation officielle, même si ça n'était qu'une conversation avec MBS, et puis Biden, par l'intermédiaire de ses conseillers, entretient déjà la relation. C'est vrai que si Biden avait été un peu plus franc du collier, parce que Jamal Khashoggi était quand même un collaborateur du Washington Post, et sauf si ça avait changé, il me semble que le Washington Post est toujours basé aux États-Unis, peut-être que les choses seraient plus claires. Donc tanker Macron là-dessus, dans le contexte qui est le nôtre, même si le geste est tout à fait répréhensible, et ça n'est pas ça chez nous. Voilà la différence entre eux et nous. Oui, Philippe, un auditeur, nous dit l'Arabie est le premier client de l'armement français. Voilà. Ah oui, et les Émirats arabes évidemment. aussi. Valérie, excusez-moi, ce que vous disiez sur la Coupe du Monde de foot, oui, c'est caractéristique. Le choix qui a été fait du Qatar, avec tous les éléments que ça implique, les changements de date, etc., démontre la complaisance occidentale vis-à-vis de cette région du monde, pour des raisons qu'on connaît bien, pour des raisons pétrolières, et montre bien qu'on est très rapide à s'asseoir sur nos principes dès lors qu'il s'agit d'argent. Oui, non, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Il nous reste 1 minute, c'est un peu court peut-être pour entamer, parce que je crois que vous avez chacun des coups de gueule un petit peu longs. Jacquir, quand même, on va... Non, mais alors, si on a qu'une minute, dire quand même qu'on est dans un contexte où nos alliés
viennent de démonter, de désosser et de découper un contrat qui était important pour notre marine nationale, hein, et pour être officier de réserve dans la marine nationale, je peux vous dire que ça a bien balancé, pour ne pas employer une métaphore marine. Et donc la France doit resserrer ses alliances avec des gens qui sont importants pour elle, nonobstant le fait que ce qu'a fait MBS et qui a été renseigné par les services secrets américains, puisque le document vient d'être révélé, il a été conservé sous le coude par Donald Trump, est tout à fait répréhensible. Mais la France a des intérêts. Elle a une base à Abu Dhabi qui est très importante dans un contexte de commerce là-bas où il faut assurer la pérennité des échanges. Et là, pour le coup, le président fait son job de défendre les grands intérêts de la France, avec la complexité de chacun des dossiers qui a été détaillé. Parce qu'en plus, ne soyons pas naïfs, s'il ne le faisait pas, d'autres prendraient la place. Je veux dire, ça, il faut aussi qu'on soit honnête. La politique n'est pas c'est pas tout noir ou tout blanc. Je comprends le point de vue de notre confrère, mais c'est pas tout blanc ou tout noir. Et malheureusement, on deal avec des gens avec lesquels on ne partage pas toutes les valeurs. Mais Olivier, un auditeur, dit les médias. Mais découper un journaliste en rondelles. Les médias, oui, enfin, l'auditeur Olivier nous dit les médias adorent mépriser la Chine et la Russie, mais quand il s'agit de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, que de silence et de bienveillance, pourtant il y a beaucoup à dire. Effectivement. Allez, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Et nous débattons, nous commentons l'actualité, en particulier le résultat de la primaire LR, en tout cas du premier tour. Valérie Pécresse, Éric Ciotti sont arrivés en tête. Nous en parlons avec vous et avec Régis de Castelnau, avocat, votre blog Vue du droit. Vous publiez également Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France-Amérique. Vous rentrez tout juste des Antilles. Vous allez nous raconter un petit peu ce que vous avez pu voir là-bas. Jackie Isabello, consultant, et, communicant et cofondateur de l'agence Coriolink, et Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique. Donc LR, surprise ou pas au Congrès. Stéphane Troussel qui cherche à faire interdire le meeting d'Éric Zemmour et puis la libération de la parole dans les médias. Alors le président de la République qui a fait du en même temps en disant c'est bien que la parole se libère mais pas dans les médias. Bon je sais pas, on va en reparler, mais je sais on a déjà débattu un petit peu avec Régis de Castelnau. Je crois qu'il a des choses à dire. Revenons alors, oui, le coup de gueule de Jackie Isabello qui était sur le référendum de la Nouvelle-Calédonie qui va se tenir le 12 décembre et dont personne n'a parlé. Eh bien, la France a des intérêts, comme on le disait actuellement, et on en parlait avec Régis. Eh bien, le 12 décembre, il y a un référendum extrêmement important dont on ne parle pas assez, puisque pour faire vite, la Chine a mis la main sur une bonne partie de ce territoire du Pacifique qui lui permet d'installer les routes de la soie maritime. Et la Chine est très bien installée et manipule en sous-main certains des partis indépendantistes. Et ce beau territoire qui a un port en eau profonde où sont installés nos militaires, qui nous permet de défendre nos intérêts là-bas. Je vous passe la taille de notre zone économique extérieure. Eh bien, on n'en parle pas assez. Et ce troisième référendum qui doit intervenir très rapidement le 12 décembre, la France devrait s'y intéresser parce que elle a eu une petite résonance avec ce qui s'était passé dans d'autres territoires ultramarins. On ne dirige pas ces territoires comme on dirige la métropole. En plus, les ultramarins des Antilles entament une discussion avec le gouvernement sur une forme d'autonomie. Il se trouve que la Nouvelle-Calédonie a 25 ans d'expérience là-dessus, parce qu'elle a énormément de pouvoirs qui ont été dévolus aux autorités locales. On ferait bien de s'y intéresser un peu plus. Si jamais nous perdions ce territoire, ce serait une catastrophe pour la place internationale en tant que grande puissance de la France. Oui, alors d'où le questionnement sur l'annonce qui a été faite par le ministre des Outre-mer de proposer l'autonomie à la Guadeloupe. Régis, vous vouliez dire un mot ? Juste un mot. Je ne sais pas si la Chine est si active que ça. Ça fait quand même 9000 kilomètres par rapport à elle. Mais je partage cette idée qu'il faut préserver la place de la France, ne serait-ce que dans l'intérêt des populations, qui jusqu'à présent, 2 référendums précédents ont adopté le fait de rester dans la communauté française. J'ajoute quand même que ça fait environ 50 ou 60 ans que nos chers amis australiens
Australiens et Néo-Zélandais ont passé leur temps à activer les indépendantistes, à les financer, à déposer des résolutions à l'ONU pour que nous décolonisions ce territoire. Hein, on parle beaucoup de la Chine, mais nos amis néo-zélandais et australiens n'ont pas manqué eux aussi de défendre leurs intérêts. La Nouvelle-Calédonie n'est pas du tout éloignée de l'Australie. Bien sûr. Alors, Jean-Claude Beaujour, vous, votre coup de gueule. Alors, le coup de gueule, j'allais aussi réagir là-dessus. Alors allez-y, oui. Mais sur la réaction, je crois qu'il y a deux sujets sur la Nouvelle-Calédonie. Il y a tout d'abord les intérêts français. Moi, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on a effectivement une zone économique exclusive, et on oublie par exemple que tous les câbles sous-marins l'outre-mer est un relais pour l'ensemble de nos câbles sous-marins. Donc l'outre-mer, ça n'est pas qu'une simple question géostratégique, stratosphérique, mais des intérêts liés à notre avenir spatial, par exemple à Kourou, à nos bases, à la protection de nos approvisionnements. Donc il faut garder cela en tête. Il s'agit bien de l'intérêt français pour les Français au quotidien, l'intérêt national, premièrement. Deuxièmement, sur les difficultés que nous avons, c'est parce qu'il n'y a pas une vision d'ensemble, et on est resté sur une vieille doctrine où combien ça nous coûte. Et le combien ça nous coûte, ça fonctionne pas parce qu'on déverse beaucoup d'argent et finalement on n'a pas de vision stratégique. Alors mon coup de gueule n'a rien à voir avec ça. Alors, juste une question d'un auditeur de Xavier qui dit pourquoi est-ce qu'il y a autant de référendums en Nouvelle-Calédonie? Parce que c'est un vieux processus qui date d'un premier accord de 1988 et suite aux événements de la Grotte d'Ovea en 1998 où on a mis en place quelque chose qui est remarquable. On aurait dû le faire par exemple pour le référendum de 2005, on aurait dû le faire pour le Brexit, c'est de proposer l'autonomie, voire l'indépendance par différents référendums, parce qu'on considère que c'est un sujet extrêmement émotionnel et qu'il faut la trancher selon ce processus qui a été admis en plus par les indépendantistes, donc ce qu'on appelle les Kanaks, et également les Caldoches qui sont plutôt les héritiers de ceux qui étaient embastillés là-bas. Vous avez répondu à la question. Non, je voulais juste... je pense que la date que vous avez évoquée sur la grotte d'Ovea n'est pas la bonne. C'est 88. Exactement. Qu'est-ce que j'ai dit? 98. Oui, pardon. Je ne le disais pas pour vous contredire. Non, mais merci Virginie, vous avez raison. Il faut être précis. Exactement. Alors, Jean-Claude Beaujour. Mon coup de gueule, écoutez, puisqu'on parle de réunion avec le Conseil de défense, on nous dit que la situation s'aggrave avec le Covid. Moi, je suis surpris que dans le même temps, on ne prête pas suffisamment attention à la situation dans l'hôpital public. La situation des internes, la situation du personnel médical. Il faut savoir, par exemple, qu'en l'espace de entre 2000 et 2020, ce sont quasiment près de 80 000 lits d'hôpitaux dans l'hôpital public qui ont été supprimés. Or, c'est bien ce qui m'inquiète, c'est que nous disons c'est dramatique ce qui nous arrive avec le Covid, mais c'est en nous préparant sur le plan hospitalier que nous pourrons demain non seulement prévenir d'éventuelles, si la situation covidienne devait se maintenir, mais d'autres situations de crise identiques à celles que nous vivons. Donc attention, l'avenir, la gestion d'une crise se prépare. Lorsqu'on peut anticiper les choses, ça n'est plus une crise. Et là, on a eu un signal suffisamment important. Il est temps que nous entendions la situation dans l'hôpital public, tout en gardant le fait qu'il ne faut pas dépenser et sortir de l'argent sans intérêt, qu'il faut rationaliser les services. J'entends tout cela, mais nous devons entendre et nous devons préparer nos équipes médicales, former les médecins en quantité suffisante dans notre pays. Vous voulez que je vous lise quand même? Je vous conseille d'aller voir sur France Info TV cet article consacré à l'hôpital de Bourges. L'hôpital de Bourges, dans son bureau, le docteur Isabelle Meyer mène des entretiens en visio pour recruter des médecins à l'étranger, un exercice quasi quotidien. Alors on va vous laisser vous présenter. Lance le docteur Meyer face son ordinateur. Le candidat originaire du Bénin s'exécute. Médecin étranger, médecin de l'armée, retraité, intérimaire, réserve sanitaire aux urgences de Bourges. On cherche des praticiens partout. Écoutez, nous ne sommes plus que 4 titulaires pour 27 postes, le tout étant travaillé 24 heures. Il faut tenir 365 jours par an. Donc voilà où on en est aujourd'hui à Bourges, en donc France. Vous confirmez ce que je suis Bien en sûr. train de dire. Nous devons écouter, nous devons préparer, nous devons anticiper. Enfin, c'est pas nouveau parce qu'en m'intéressant à cette histoire, je me suis rendu compte que il y avait déjà eu il y a quelques années, en 2018, la réserve sanitaire qui était mobilisée pour soulager les urgences de l'hôpital. Ça fait 3 ans. Oui, mais ça fait 3 ans, mais ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Aujourd'hui, nous devons donc
quand on dit qu'il y a un problème chez les internes, engageons le dialogue chez les internes et ne faisons pas la sourde oreille, parce qu'effectivement, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, la situation sera plus. Mais pourquoi? Mais posons-nous les questions. Pourquoi? Parce qu'on est en surtravail, les gens sont mal payés, les conditions de travail sont difficiles. Oui, nous avons un pays où on préfère, pardonnez-moi cette caricature, on préfère faciliter, et on l'a déjà dit sur un certain nombre de secteurs, le développement d'activités, par exemple financières. Nos ingénieurs, nos médecins, on perd tous ces gens-là. Il nous faut trouver des solutions. Oui, Virginie. Je voulais simplement dire que la situation de l'hôpital est aujourd'hui plus fragile encore qu'elle ne l'était au début de la pandémie. Au début de la pandémie, déjà, et je le rappelle, avant même la pandémie, il y avait des mouvements de grève dans les urgences quasiment tous les samedis, qui sont passés totalement inaperçus, mouvements auxquels l'exécutif a fait la sourde oreille, comme si c'était vraiment un problème tout à fait négligeable. La pandémie est arrivée, tout le monde s'est serré les coudes avec les moyens du bord, qui n'étaient déjà pas flambants. Les fermetures de lits se poursuivent depuis quasiment 20 ans. Le départ des personnels était déjà là. Donc on a tenu le coup pendant la première vague. Mais aujourd'hui, l'hôpital, les lits ont continué à fermer, le personnel a continué à partir, et les résultats du Ségur ne sont absolument pas à la hauteur de ce qu'attendaient les personnels hospitaliers. Donc Emmanuel Macron, qui connaissait parfaitement la situation de l'hôpital avant de la pandémie, n'a rien fait pour enrayer le mouvement. Et le mouvement, c'est tout simplement poursuivi depuis 1 an et demi. Donc il découvre pas la lune, mais il fait semblant de dire oui, bien sûr, je m'intéresse beaucoup à la situation de l'hôpital, mais en fait, il laisse un mouvement d'économie qui est en route depuis 20 ans se poursuivre. Et on arrive aujourd'hui à l'os. Et si on devait accueillir aujourd'hui autant de malades que l'hôpital en a accueilli il y a 1 an et demi, ça serait tout simplement impossible. C'est impossible, c'est ce que disent les médecins. Donc tout est conditionné à la variable d'ajustement de ce que peuvent accueillir les services d'urgence, les services de réanimation, variable d'ajustement qui elle-même ne cesse de baisser. Donc on voit bien là la difficulté dans laquelle notre pays se retrouve. On a été capable de dire du quoi qu'il en coûte. On a été capable de dire du quoi qu'il en coûte. Moi, j'aimerais aussi entendre dans ce secteur raisonnablement un quoi qu'il en coûte. Je pense qu'il faut. Ce sont des choix de société importants, parce que demain, quand on laissera, oui, mais ce qui est important, et je suis bien conscient des questions budgétaires, mais quand on laissera mourir des personnes de 85 ans parce qu'on nous dira, vous savez, trop vieux, on ne fait plus, on ne va plus loin. Je pense que c'est l'épreuve de vérité. On choisit, et il ne faudra pas se plaindre. Il faudra se dire, on a fait un choix. Mais le quoi qu'il en coûte, il doit aussi exister pour l'éducation nationale, il doit exister pour la police, pour la sécurité. Il y a peut-être, vous avez raison, il y a peut-être 4 ou 5 domaines. Alors évidemment, c'est une formule, vous l'aurez compris, le quoi qu'il en coûte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 4 ou 5 domaines sur lesquels notre pays, précisément pour se redresser, justice, santé, formation et éducation, sont autant, alors j'en oublie peut-être un ou deux, mais sont autant de sujets sur lesquels nous devons, recherche, innovation, nous devons mettre le paquet, sinon effectivement nous glissons vers du tout et n'importe quoi. Ouais. Rappelons quand même que l'hôpital lui-même a hospitalo-centré l'ensemble de la problématique. Demandez aux médecins de ville et à leurs organisations ce qu'ils pensent de ce qu'on a fait des médecins de ville pendant la pandémie. Auparavant, lors de pandémies de grippe, ils étaient chargés de suivre leurs patients. On leur a dit là, on n'a pas besoin de vous, vous n'êtes pas compétents, on va laisser faire le SAMU. Laisser faire le SAMU. Tous les gens qui ont suivi ces dossiers-là se sont dit, mais c'est absolument lunaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, demandez à Larmine Garbi, qui dirige donc l'hospitalisation privée, comment il considère que ces adhérents ont été utilisés pendant cette pandémie. Et on voit bien qu'il y a une ressource naturelle de tout un tas de soignants qui a été délaissée. Et donc quand ces gens-là, on va leur dire « Allez vous installer à l'autre bout de la France », eh bien, il vous faut pas un doigt d'honneur, mais il vous faut un bras d'honneur parce que on les a très très mal utilisés. Et c'est au début, après ça a été rééquilibré. Mais Valérie, vous savez très bien qu'on est un pays où il faut faire attention aux gens. On a quand même, d'une certaine façon, hospitalo-centré systématiquement la grande comme on a hospitalo-centré l'ensemble des urgences en France, et on le voit bien, vous coupez un peu le doigt, vous restez 8 heures, vous finissez par vous vider de votre sang, alors que vous pourriez faire appel à un médecin classique, mais ça n'est pas organisé. Oui, essayer de trouver des médecins classiques ça n'est pas organisé parce qu'on leur accorde aucune attention. Allez, on se retrouve dans un instant, on continue à débattre et à commenter l'actualité, on va parler évidemment de ce duel Ciotti-Pécresse. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble
ensemble jusqu'à midi. Je vous encourage à lire dans le Figaro une tribune d'Anne-Marie Le Pourrier, qui est professeure de droit public et qui parle des Antilles. Pourquoi une telle complaisance? On évoquait avec vous hors antenne cet article où en fait le chlordéquine, moi j'ai appris que en fait ce sont les autorités locales qui ont exigé une dérogation pour pouvoir utiliser ce pesticide contre l'avis de l'État, mais avec des pressions politiques qui étaient telles, de la même manière que de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine ont été commandés contre l'avis de l'État. Donc alors, il y a une complaisance d'après ce que je sais que la chlordécone, avec les producteurs, à la demande des producteurs de bananes. Moi, je crois que la situation va au-delà de la situation va au-delà de la chlordécone. Je crois que le premier point qu'il faut retenir, localement et massivement, les populations antillaises sont exaspérées par ces manifestations qui sont produites, qui sont organisées par une très petite minorité. L'insécurité qui règne, le trafic de drogue, etc. sont des choses qui minent localement. Il y a effectivement des problèmes économiques et sociaux, mais l'insécurité mine les populations locales. Monsieur Domota et ses amis sont minoritaires et utilisent la question sanitaire, parce qu'il faut savoir que en gros 85% du personnel médical, du personnel de santé est vacciné. En d'autres termes, 15% du personnel médical prend en otage l'ensemble du département, des 2 départements où on a vu des routes barrées, où les gens ne peuvent même pas aller se faire soigner. Les gens qui veulent se faire dialyser ne peuvent pas. Les gens sont rackettés. Il y a de véritables gangs. Oui, et de ce point de vue, l'État a eu raison, le gouvernement a eu raison d'envoyer des forces de l'ordre pour rétablir la sécurité des biens et des personnes sur place. À côté, il n'en demeure pas moins qu'il y a des problèmes économiques et sociaux. Malheureusement, je crains, et très rapidement en un mot, il n'y a pas de vrai projet, il n'y a jamais eu de vrai projet sur l'avenir de l'outre-mer, avec une forme de complaisance, y compris des élus locaux. Mais je n'ai pas, par exemple, le sentiment que le pays ait été franchement abandonné par le gouvernement, comme je l'ai entendu dire. C'est très, très largement excessif, parce que il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui sont prises. En revanche, il n'y a pas de vrai projet sur l'avenir de ces départements. Oui, moi je suis assez frappée. Pardon, alors on va donner la parole à Régis, parce que comme il est à distance, c'est toujours plus difficile d'intervenir. Oui, on vous écoute. Non. Si. Non, mais j'ai la parole normalement. Oui. Non, sur le chlordécone, je voudrais faire une remarque. La structure économique de la Martinique et de la Guadeloupe, c'est pas du tout la même chose à la Réunion. Mais c'est une structure économique où la minorité entre guillemets blanches, c'est-à-dire les béquets, ont un poids tout à fait considérable. Sur le plan local, mais avaient également, on se rappelle de Jacques Chirac, de ses tropismes pour l'outre-mer, un poids politique considérable. Et je dirais que certes, la demande d'utilisation du chlordécone et les demandes de dérogation émanaient de ces territoires, mais étaient essentiellement le fait de ces grands intérêts économiques et ont pu être obtenus parce qu'il y avait cette influence politique qui s'est affaiblie fort heureusement. C'est pour ça que j'ai parlé de producteurs. C'était pas la population qui demandait la chlordécone, c'était les grands producteurs de bananes qui ont demandé, qui ont exigé. Absolument. Qui ont fait donc c'est pas l'État français, c'est pas la métropole qui a imposé ça. Mais n'oublions pas que l'État a pour rôle éventuellement d'arbitrer. Et j'ajoute que les victimes sont aujourd'hui. Vous savez qu'il y a un taux de cancer de la prostate. Alors il y a toujours des débats. Est-ce que c'est lié ou pas? Mais c'est pas là le vrai sujet. C'est que les victimes, ce sont les populations locales et le sol qui est contaminé pour des dizaines d'années. Allez, on va changer de sujet, Virginie. Non, je voulais juste rajouter un truc. Une chose, qui va d'ailleurs dans le sens de ce que dit Régis. Moi, je suis très frappée de la lâcheté de la classe politique de la métropole et de la lâcheté de la classe politique locale, qui finalement s'arrangent pour ne pas voir ce qui est en train de se passer, mais savent très bien ce qui se passe et sacrifient la majorité de la population au gré des intérêts économiques de quelques-uns. Et j'ai été très frappée d'entendre il y a quelques semaines Christiane Taubira qui était incapable de dire oui, allez vous faire vacciner. Absolument.
allez vous faire vacciner, c'est la porte de sortie. Et je vois bien qu'il y a là une forme d'arrangement, de non-dit, on laisse faire, on les laisse se débrouiller, on les laisse même avoir des rapports de force entre eux. C'est pas notre affaire, parce que nous, notre affaire, c'est de ne pas aller réellement contre le système là-bas. Et il y a réellement là un manque de responsabilité partagée et complètement pas assumée de notre classe politique métropolitaine, si je puis dire ça, et de la classe politique locale. Et sur place, tous les élus la plupart sont vaccinés et ils vous disent chacun fait ce qu'il veut. Exactement. Je ne peux pas. C'est d'un scandale et c'est vraiment scandaleux de la part d'élus qui vous disent je suis vacciné à titre personnel, mais je ne sais pas bien, on ne peut pas obliger tout simplement parce que chacun a dans le viseur les élections législatives qui arrivent, voilà, les élections aussi, en disant je ne veux pas choquer, non, ça s'appelle du clientélisme. Allez, on marque une pause et on va enfin parler des Républicains. À tout de suite. Voilà, vous l'attendiez ce débat, je sais que vous l'attendiez. Nous attendions fébrilement également les résultats de ce premier tour, de la consultation LR. Est-ce qu'on peut appeler ça un référendum? Non, pas vraiment. C'est une consultation, voilà. Donc Valérie Pécresse, congrès, donc qui est sorti en tête avec Éric Ciotti, donc second tour qui a lieu à partir d'aujourd'hui. Surprise ou pas, Virginie? Non, on voyait bien que l'opération séduction un peu tardive de Xavier Bertrand ne prenait pas, et on voyait bien que Michel Barnier n'avait pas du tout réussi à s'imposer lors des débats, et que non seulement il n'a pas réussi à s'imposer, mais il a donné même l'impression qu'il n'était pas à l'aise, qu'il savait pas rebondir, qu'il savait pas défendre ses positions. Enfin bref, que le débat était quelque chose qu'il ne connaissait pas. Autre chose à propos de Michel Barnier, bon là c'est une toute petite parenthèse, j'ai trouvé qu'il avait été... C'est vrai c'était votre coup de gueule. Oui, alors bon, je le glisse là rapidement. J'ai trouvé qu'il avait été parfaitement mauvais joueur de ne pas venir assister Valérie Pécresse et la soutenir physiquement au moment où elle s'est exprimée, comme l'a fait très correctement Xavier Bertrand, pour lesquels les enjeux étaient franchement beaucoup plus importants, et Philippe Juvin qui a fait un petit score. Et que Michel Barnier, qui pendant toute sa campagne a dit mais moi je suis un homme d'État, j'ai une grande expérience, je suis loyal, et ma loyauté ça a toujours été d'appartenir à cette famille, il aurait dû être loyal jusqu'au bout. Et là, franchement, j'ai trouvé qu'il avait été petit perdant, mauvais perdant, petit joueur, et que c'est dommage. Ouais. Mais ce que je veux simplement dire, et pardon, je laisserai la parole à tout le monde, c'est que celui qui a gagné, même si dans le fond, je crois qu'il ne va pas gagner au second tour, c'est Éric Ciotti. C'est-à-dire que quel que soit le résultat du second tour, si Valérie Pécresse doit sortir vainqueur du second tour, il faudra bien qu'elle compose avec une partie des propositions d'Éric Ciotti. Ouais. Il faudra bien qu'elle amodit ses propositions. Et Éric Ciotti, qui était parti, franchement, comme un outsider sur lequel personne ne pariait, est le grand vainqueur de cette élection. Oui, alors écoutez, hier, 2 réactions, c'était dans le zapping ce matin, celle de Valérie Pécresse. Moi, je pense qu'on va faire une superbe équipe. Et je pense qu'effectivement, aller de Philippe Juvin à Éric Ciotti, prendre Xavier Bertrand, Michel Barnier, et que chacun d'entre nous apporte. Michel, sa connaissance incroyable de l'international. Xavier, sa connaissance unique du social. Philippe, sa connaissance de tout l'univers médical. Et Éric, sa connaissance du régalien. Enfin, franchement, ça fait envie. Ça fait envie. Je veux que les adhérents comprennent que je suis leur championne. Voilà. Et puis Éric Ciotti, écoutez. Il va falloir qu'elle se débonde un peu. Tous qu'on soit dans une équipe gouvernementale unis et que les 5 candidats ont tous des talents qui mériteraient de former une belle équipe de France. Voilà, donc c'est la belle équipe, quoi. Ouais, les éléments de langage. La fraternité. Oui, Régis ? Ah bon, moi, pas de schadenfreude, pas de joie mauvaise devant la défaite de Xavier Bertrand. Il y a beaucoup de gens qui se sont réjouis de cette défaite, d'ailleurs. J'ai vu ça sur les réseaux. Parce qu'il a été péremptoire. Il était très affirmatif. Rappelez-vous la séquence assez calamiteuse pour lui devant Anne-Sophie Lapix, qui lui dit mais écoutez, vous n'êtes même pas. Je suis le seul à pouvoir battre Macron, et qui lui répond mais écoutez, vous n'êtes même pas dans les sondages. Donnez au second tour. Donc non, et puis bon, j'ajoute aussi que il a quitté le parti
parti, il y revient, il dit non à la primaire dans un premier temps, tout ça. Bon, écoutez, on va pas pleurer. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, j'ai pas été surpris, mais j'avais pas prévu l'émergence de Ciotti, qui est premier, certes de peu, mais c'est lui le premier, et c'est effectivement incontestablement le vainqueur. Il était parti de très bas. Non, mais ce que j'ai constaté, c'est que tous les candidats avaient droitisé lourdement leur programme. Bien sûr. Lourdement leur programme. L'effet Zemmour. Valérie Pécresse dit hop, des infractions territorialisées, c'est anticonstitutionnel. Bertrand disant oui, mais il faut que ce soit des procureurs qui fixent les peines, qui condamnent n'importe quoi. Et moyennant quoi, les militants préféraient l'original aux copies, parce que les trois autres qui ont durci, y compris sur l'immigration, durci leurs propos, ces trois autres c'était pas leur position habituelle. Donc ils avaient durci. Ciotti a toujours été sur ses bases, et c'est lui que les militants ont préféré. Je me demande si effectivement c'est pas toujours cette fameuse règle, on préfère l'original à la copie. Oui, alors effectivement, il y a des discours qui ont changé et certains ne manquent pas de le rappeler, que Valérie Pécresse avait signé avec les pires indigénistes un appel pour une société multiculturelle, aux côtés de Rokhaya Diallo, Esther Benbassa, Pascal Boniface, etc., etc. Donc d'un seul coup, vous allez me dire, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, mais c'est vrai que c'était une tribune, appel pour une république multiculturelle et post-raciale. Ça change un petit peu du discours actuel. Je voudrais dire deux petites choses qui changent un peu, parce que c'est vrai qu'on a tout commenté. Deux choses. Déjà, sur la droitisation, je voudrais la modérer et la rationaliser un peu. Les 4 candidats les plus importants qui étaient là sont tous des anciens RPR, c'est-à-dire que ce ne sont pas des anciens de l'UDF au sein de l'UMP. Et le RPR, comme le rappelle assez souvent Éric Zemmour, est un parti qui a toujours été assez de droite, conservateur, traditionnellement assez souverainiste, même si Jacques Chirac, comme sur d'autres sujets, a pu connaître parfois certains atermoiements. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je n'aime pas cette rhétorique qui consiste à décrédibiliser la primaire. Vous savez, quand on veut véritablement balayer une victoire, un truc comme ça, on commence à attaquer un autre élément. Là, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, on parle de ce processus. Alors, rappelons quand même... Est-ce qu'il n'est pas un peu, peu bidon? Moi, non, mais je vais revenir là-dessus. 139 000 personnes qui vont élire. Parce que la faiblesse de la base électorale... Le futur candidat est quand même avec 70 000 nouveaux adhérents on est d'accord. Toutefois, il ne vous aura pas échappé, et on a 2 avocats autour de cette table, que en France, le financement des partis politiques est assuré sur le nombre d'élus et notamment le nombre de députés. Et donc le parti est extrêmement important. Il est fondateur dans la politique française. On ne peut pas s'en extraire. La preuve, quand Xavier Bertrand l'a découvert, qu'il n'aurait pas d'argent sans le parti, il a fait volte-face, et donc tout le monde a vu que sa stratégie était assez compliquée à comprendre, et il l'a perdu. Donc les socialistes ont rénové ça. Montebourg s'est fait mettre en avant en proposant cette histoire de primaire, et finalement ces primaires se sont imposées petit à petit. Regardez, les écolos ont plutôt bien géré leur processus de désignation du candidat, même si pour l'instant, il y a une espèce de petit flottement. Donc la primaire est quelque chose qui est prévu dans les statuts, et quelque chose qui permet de désigner un candidat. Voilà, ils l'ont fait comme ça, c'est leur choix, on ne peut pas les empêcher, c'est pas illégal de le faire ainsi. On a le droit de dire le corps électoral. Mais maintenant, c'était illégal. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que je veux dire que ça n'a pas d'intérêt de décrédibiliser ce processus. Mais personne décrédibilise. On peut quand même s'interroger sur le nombre. Ils ont à peu près obtenu le même nombre de voix, à quelques centaines de voix. Oui, mais c'est vrai que c'est leur processus. Oui, enfin, il est admis, et demain on verra si les gens. C'est pas les 4 millions d'électeurs de la primaire de 2016. Ça avait quand même une autre allure. En 2016, on avait dit, vous voyez, on fait une primaire large, mais finalement, ça n'est pas bon. La primaire, c'est admis par les statuts. Les statuts, c'est un document légal. Maintenant, on verra si les candidats désignés
désignés sont capables d'aller au deuxième tour et de battre Emmanuel Macron. C'est un processus classique. Non, pas du tout classique. C'était la première fois en 2016 que la droite organisait une primaire. Avant, il y avait un candidat naturel qui se... Alors, bien sûr, mais les socialistes l'ont rénové avant, ils l'ont mis en avant. Jack Lang a fait ce coup formidable en faisant les cartes à 10 € pour imposer Madame Ségolène Royal. Ça, c'était une véritable arnaque plutôt qu'une primaire qui est prévue dans les statuts. Mais voilà, j'entends vos avis, mais moi je veux dire, ne laissons pas entendre aux gens que la primaire est quelque chose qui personne n'a dit ça, racornirait. C'est le processus classique. Alors, je voudrais que Jean... Alors, allez-y, Régis, oui. Vous savez prendre la parole. Ajouter une chose. Virginie, la primaire... Oui, Régis, je vous écoute avec attention. C'est gentil. La primaire... Non, mais je suis d'accord en plus. La primaire de 2016, elle était destinée à arbitrer entre 3 grands fauves. Deux anciens premiers ministres, un ancien président de la République. Et Fillon. Cette fois-ci, c'est un pis-aller pour essayer de trouver un candidat. Parce que un candidat crédible, vous voyez ce que je veux dire, c'est énorme différence. C'est très subjectif ce que vous dites là. Non, attendez. Laissez-le terminer. C'est un pis-aller. La preuve. Vous avez vu, il y a personne qui se détache vraiment. Ils sont tous entre 23 et 25%. Donc il n'y a pas eu de bourrage d'urne déjà. On peut dire ça. Je ne critique pas. Je dis c'était un pis-aller pour une situation politique. La droite n'a pas de leader naturel actuellement. Donc il a fallu en faire émerger un. C'est tout ce qu'on dit. En plus, moi, elle n'avait pas le choix, je trouve, d'organiser ce qu'elle a fait. Si alors attendez, vous ne pouvez pas rajouter parce que Jean-Claude n'a pas parlé. Merci. Jean-Claude Beaujour est bien élevé et il attend qu'on lui donne la parole. Ce sont les femmes qui donnent aux hommes la parole. Voilà, c'est du woman spreading. Mais moi, je les aime tout autant. Moi, j'ai un prénom de fille, Jean-Claude, donc vous êtes bien entouré. Jean-Claude Beaujour. Non, plus sérieusement, plus sérieusement, moi, ce que j'attends, puisqu'on a dit un certain nombre de choses, ce qui est intéressant, c'est que Valérie Pécresse dit qu'effectivement, elle va travailler avec Xavier Bertrand et que il y a Monsieur Ciotti et que tout ce petit monde va faire une belle équipe. Sauf que j'ai le sentiment que ça va être le grand écart parce qu'il y a des mesures importantes, me semble-t-il, sur lesquelles Valérie Pécresse et Éric Ciotti auront peut-être un petit peu du mal à tomber d'accord. La proximité que fera Monsieur Ciotti si Zemmour s'emballe, je ne sais pas. Bref, moi j'ai le sentiment qu'il va y avoir un débat. Il y a un débat de doctrine, un débat de fond au sein de la droite dite républicaine, qui est tout d'abord nécessaire et important, de manière à pouvoir offrir un projet politique qui soit à peu près cohérent pour les deux extrémités de bout en bout de l'électorat, de son électorat, parce que vous savez, au bout du compte, c'est pas Madame Pécresse, Monsieur Ciotti, Monsieur Juvin, etc. qui votera. Ce seront les électeurs, et notamment les électeurs traditionnellement de l'ex-UMP après les Républicains, qui doivent se retrouver derrière ce projet. Et si ces électeurs ne se retrouvent pas derrière ce projet, pour certains, soit ils partiront chez le président de la République sortant, soit ils partiront chez Marine Le Pen ou M. Zemmour. C'est le risque. Oui, Virginie. Alors je vais rajouter quelque chose. Je vais rajouter ma toute petite phrase. Il me semble, moi, que cette primaire, dont on aura les résultats définitifs demain, a pâti d'une chose qui était probablement le mot d'ordre de Christian Jacob aux candidats. Ne vous disputez pas, n'affichez pas de tension. Mais à force de ne pas se disputer, de ne pas afficher de tension, ils n'ont pas affiché leurs différences suffisamment. Et c'est maintenant que les choses vont se compliquer parce que, effectivement, et là je suis d'accord, entre Valérie Pécresse et Éric Ciotti, il y a des vraies divergences, mais moi je regrette que ces divergences ne soient pas apparues clairement pendant les 4 débats et qu'on se soit contenté d'esquisser des propositions de façon courtoise et correcte. C'était très sympathique, mais du coup, ceux qui ont voté ont eu bien du mal à départager puisque personne n'avait été jusqu'au bout de sa logique. Oui, mais après, vous savez, Virginie, et vous êtes une très très fine analyse politique, et vous savez aussi qu'il y avait des enjeux territoriaux, c'est-à-dire que les fédérations au sein de cette primaire qui représentent un parti sont très importants. Et comme par hasard, ce sont quand même les grandes fédérations. L'une qui était plutôt pour Barnier, dirigée par Monsieur Wauquiez. Et c'est la question la plus intéressante dans la suite du scrutin, c'est de dire qu'est-ce que va faire Wauquiez ? Est-ce qu'il va véritablement faire
comme l'a dit Monsieur Barnier, même s'il n'était pas à côté de Madame Pécresse, supporter Valérie Pécresse, ou est-ce qu'il va demander à ce qu'on porte les suffrages sur Monsieur Ciotti, ce qui là aurait pour vocation à, pour le coup, alors là, totalement décrédibiliser le scrutin, parce que si jamais Éric Ciotti se retrouve avec 45% demain à la même heure contre 55% pour Valérie Pécresse, pour le coup, les schismes sont tout à fait autorisés. Après, juste pour conclure, quand on voit qu'en 1995, Alain Madelin, que certains disaient ultra-libéral, même si ce terme, moi, ne me va pas. Philippe Séguin, le portant de ce fameux gaullisme social dont on dit qu'il est mort, on verra qu'il va renaître. Et Jacques Chirac, qui lui embrassait quand même assez large, ont été capables de remporter une superbe élection, alors que Édouard Balladur, lui-même du même parti, était candidat. Ils sont arrivés à faire un programme, je ne vais pas dire commun, parce que c'est assez connoté. Donc vous verrez qu'ils arriveront à mettre dans la même maison, parce qu'ils ont envie de gouverner ensemble. Ça fait 2 élections présidentielles qu'ils sont renvoyés tel Cincinnatus dans leur vieille ferme, et que ça les irrite plus qu'autre chose. Ils feront un programme, vous verrez, et je pense qu'ils feront plutôt une belle campagne. Pourquoi je conclue là-dessus? Parce que Valérie Pécresse, elle a été capable de faire lors des régionales, quelque chose que n'avait pas fait Nathalie Kosciusko-Morizet, Virginie s'en souvient à Paris, c'est quand même de rassembler l'ensemble des courants. Lors de sa première campagne, elle avait mis d'accord tout un tas de gens qui se détestaient. Pas la même. Alors, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant avec quelques réactions de nos auditeurs. À tout de suite. Ouais. Les débats avec vous, on parle donc de ce duel Ciotti-Pécresse. Alors, je trouve qu'un de nos auditeurs a une réflexion très intéressante. Olivier nous dit le problème, même avec Ciotti, reste le bilan des prédécesseurs de leur camp, qui n'est pas brillant, difficile de convaincre qu'ils feront enfin ce que Sarkozy aurait dû faire. Et c'est vrai que... oui, Régis ? Non, j'approuve. Effectivement, ça va être un handicap de ce probablement Valérie Pécresse, encore que, bon, moi je reste très très prudent dans les prévisions. Vous pensez que Ciotti peut gagner ? Non, je pense rien, moi. Oh là là. Oui. Là, j'étais surpris de le voir là. Bon, donc de voir arriver comme ça. En même temps, je me l'explique. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que effectivement, ils vont encore promettre le Karcher, et donc beaucoup vont penser que on peut avoir le Kouchner. Donc oui, ça constitue un handicap, surtout avec une personnalité, enfin en termes d'image. Moi, je la connais pas personnellement. En termes d'image, une personnalité qui est quand même versaillaise, et c'est pas péjoratif dans ma bouche. Oh non, c'est sûrement un compliment. Non, c'est un compliment. Ça sonne comme un grand compliment. Vous auriez pu dire la droite certaine aussi. Ce sont les fusilleurs de la commune. Oui, ça c'est... N'oublions pas que Régis, c'est un avocat, c'est un maître de la rhétorique, et là ils l'ont fait. Imaginez-vous ma famille élargie, à quelle typologie sociale elle se rattache, ma pauvre. Donc je suis issu de cette matrice-là, donc je n'ai aucune espèce d'aversion pour elle. Ouais, non, la droite certaine, vous auriez pu dire aussi. Mais c'est vrai que oui. Elle vous répondra qu'elle a fait ce qu'elle a dit hier sur LCI par exemple, et que les gens qui ont suivi un peu le dossier, moi pour l'avoir eu comme client à l'époque, ce ministère, la réforme des universités était quelque chose qui a été très compliqué à faire, et qu'elle dit très fréquemment. Quand on lui dit mais les autres ont rien fait, elle dit les autres peut-être, mais moi j'ai fait la réforme des universités. Tous les gens qui connaissent un peu l'univers universitaire savent qu'il y a quand même des grands secteurs qui sont difficilement réformable, une réforme qui n'est pas forcément la panacée, mais qui a été faite. Et en région Île-de-France, rappelons-nous quand même que Monsieur Huchon, a dirigé cette région pendant 3 mandats, qui avait l'étiquette socialiste, a appelé à voter Valérie Pécresse lors de la dernière élection, en disant ma successeur a fait du bon boulot, je préfère que ce soit elle plutôt que les autres candidats qui vous sont proposés. Donc oui, voilà, ça on peut le mettre à son actif, sans être je pense qu'effectivement Valérie Pécresse a un beau palmarès entre guillemets, elle a une expérience diverse, finance, éducation, etc., présidente de région. Je pense que là où, et il est encore trop tôt pour le dire, si c'est elle qui est désignée, là où il faudra qu'elle sorte un petit peu d'elle-même à partir de janvier, après les fêtes, c'est qu'il y ait le dessin d'un vrai projet. C'est-à-dire que l'élection régionale, c'est une élection un peu technique où on gère la région. L'élection présidentielle a quand même, il y a une dimension d'autant plus
j'ai envie de dire, il y a une dimension historique, il y a une dimension sociale, il y a une dimension à venir du pays, et ça sera d'autant plus nécessaire que vous voyez bien, qu'il soit ou pas candidat, le fait que Zemmour ait un certain positionnement, ça devrait inciter les autres candidats à dire voilà mon rêve pour la France. Et ça, on ne l'entend pas encore. Mais je pense qu'il est encore trop tôt. Mais vous parlez du projet, mais moi je parlerais de la personnalité. Oui, Valérie Pécresse qui s'est exprimée hier comme une élève peut-être qui connaissait sa leçon, à qui on avait écrit un texte qui était bien écrit, bien pensé. Il va falloir qu'elle se débonde et qu'elle fasse envie aux électeurs. C'est ce que je vous dis. Et qu'elle montre le chemin. Non mais vous parlez du projet, moi je parle de sa personnalité. C'est certainement une femme travailleuse, sérieuse, très impliquée. Elle dit toujours je suis la dame de fer, F-A-I-R-E, et pas la dame de tir. C'est probablement vrai. Mais là, il va falloir qu'elle soit la dame de l'enthousiasme, la dame de la conviction et la dame de la cohérence. Mais pour répondre un peu à Jean-Claude aussi, je pense qu'il y a un point de leur stratégie qui est en train d'émerger, qu'on voit pas arriver. Moi, je regardais un peu depuis quelques débats ce qu'elle est en train de dire. Il y a deux façons d'attaquer la droite et de faire revenir certaines familles. Il y a l'option qui a été quand même initiée par Sarkozy, l'option identitaire. Buisson, Zemmour la prend en fond. Il y a une autre façon de faire que Valérie Pécresse endosse depuis plusieurs années, c'est la politique familiale. Et ça, c'est un vrai marqueur de droite, parce que Hollande a complètement mis à bas la politique familiale française, et depuis plusieurs années, sur des dossiers sur lesquels on n'est pas forcément d'accord avec elle, qui sont des dossiers assez versaillais, comme le dit Virginie. Non, mais sur la politique, pas du tout. Non, c'est moi. Et je me garderai bien de le dire. Pardon, Virginie, c'était Régis, pardon, autant pour moi. Ça a coûté très cher à Jean-Paul Huchon lors de sa première campagne. Je vous présente des excuses là-dessus. Et c'est-à-dire, sur la politique familiale, on sent bien qu'elle a l'intention de récupérer un électorat de droite qui est très sensible à ces dossiers-là, et de le faire de manière un peu plus apaisée. En tout cas, il me semble que les éléments de langage depuis plusieurs mois et sur toute cette campagne, et depuis plusieurs années dans son parcours, émerge assez sensiblement. Alors, je voudrais qu'on dise quelques mots quand même de cette décision. Enfin, c'est une décision. C'est en tout cas Stéphane Troussel, président PS du département de Seine-Saint-Denis, qui interpelle les propriétaires de la halle des expositions à Villepinte, et qui donc vont recevoir Éric Zemmour dimanche. Enfin, recevoir, il a loué la salle. Et donc, Stéphane Troussel rappelle que Viparis, donc gestionnaire du site, a signé une charte de la diversité en entreprise, qui s'engage à promouvoir l'application des principes de non-discrimination, et que donc Éric Zemmour, ayant été condamné 2 fois pour incitation à la haine raciale, ne peut pas être accueilli à Villepinte. C'est n'importe quoi. Moi, je suis scandalisé. C'est un coup politique c'est n'importe quoi. Mais c'est pas pire de faire ça de Vicky. Enfin, ça va une fois de plus. Non, mais ce type, c'est une honte. C'est une honte que des élus de la République soient à ce niveau de nullité juridique. On veut faire taire ses adversaires parce qu'on n'est pas capable de les combattre politiquement. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il incite le gestionnaire du parc à commettre une infraction pénale. Absolument. Article 225-1 du code pénal qui dit que la discrimination politique est interdite. Donc si on refuse l'allocation à Zemmour, on commet une infraction pénale. Mais qui sont ces gens? J'ajoute que ce qui est d'autant plus scandaleux, en complément de ce que vient de dire Régis, vous avez un élu, président du Conseil général, qui, dans sa fonction d'élu, est chargé au sens large de faire respecter la loi. Ces gens-là en permanence font la morale. On nous dit, dans les banlieues, les jeunes doivent respecter la loi, et vous savez que je suis le premier à dire état de droit strict. Comment voulez-vous être crédible? Comment voulez-vous être respecté? Comment voulez-vous être écouté de nos jeunes concitoyens si vous-même, vous commencez par violer quelque chose qui est essentiel, c'est la liberté d'expression que nous devons respecter. En revanche, disons simplement aux uns et aux autres, venons débattre et on vous battra dans les urnes. C'est ça, une démocratie. Et je suis surpris que Madame Hidalgo ne se soit pas désolidarisée des propos du président du Conseil général socialiste de Seine-Saint-Denis. J'ajouterais que c'est totalement contre-productif politiquement. Tous ceux qui, depuis des années, et là vraiment il faut se souvenir des manifestations, des exclusions dont a été l'objet Jean-Marie Le Pen pendant 20 ans. Aujourd'hui, Marine Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle
présidentielle et ça n'a absolument jamais pris. Au contraire, ça radicalise une partie de l'électorat qui se dit on empêche mon candidat ou ma candidate de parler, et ben parce qu'on l'empêche, je vais la soutenir 2 fois plus. Donc c'est une erreur totalement, une erreur politique totale. Comment quelqu'un comme Stéphane Troussel qui est expérimenté peut commettre une erreur comme celle-là? À part des enjeux de communication qui pourraient éventuellement nous échapper aujourd'hui, je ne vois pas, parce que politiquement Virginie l'a dit, et juridiquement on voit bien que c'est une aberration. Et c'est assez surprenant. Alors peut-être que lui a des publics à servir dans son 9-3 en refusant la venue d'Éric Zemmour, et qu'il le fait pour que personne ne lui fasse reproche de ne pas avoir au moins regimbé. À part ça, on voit bien que c'est d'une stupidité à laquelle il nous avait pas habitués, parce que sur d'autres sujets, il est plutôt intelligent. Pardonnez-moi, Jackie, mais ça c'est à courte vue. Parce que là encore, je me permets d'insister. Je ne suis que communicant. Non, mais je me permets d'insister. Oui, j'ai compris que ça peut faire le buzz, ça peut rassurer son propre électorat. Mais je pense que toute l'erreur des hommes politiques aujourd'hui, c'est de ne pas avoir par souvent un propos crédible. Lorsque vous avez ce type de propos, on l'a dit, on viole la loi, on viole un certain nombre de principes. On a suffisamment dit liberté d'expression. Souvenez-vous, pour les caricatures, on a dit liberté d'expression en France. Dans le même temps, vous allez pouvoir dire à un gamin qui fait une connerie, pardonnez-moi l'expression, qui fait une connerie, vous allez lui faire la leçon, alors que vous-même, vous n'êtes pas capable de dire la règle doit être respectée. Quelle est votre crédibilité après? Eh bien, on nous prend pour des rigolos. Et puis moi, j'aurais préféré entendre M. Troussel débattre sur le fond avec Éric Zemmour en septembre, octobre, novembre, quand on n'a entendu personne et que seul Éric Zemmour s'exprimait, qu'il n'y avait pas beaucoup de contradictions qui étaient apportées de ce camp-là. Là, il est un peu tard pour dire ah non, c'est vilain. Moi, j'aurais bien aimé l'entendre pour reprendre au bon des propositions ou des déclarations d'Éric Zemmour et se montrer comme un fervent sur son département, un fervent, j'allais dire adversaire d'Éric Zemmour sur le fond. C'est fini. Merci à tous les 4. Merci pour ce débat. Très bon week-end à l'écoute de Sud Radio, et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. À lundi.